Aujourd'hui, nous recevons, merci Eric d'être là, nous recevons donc Eric Julien, donc Bonjour. qui œuvre, bonjour Eric, qui œuvre dans le monde pour des choses extraordinaires. Eric est avant tout donc un géographe alpiniste diplômé de sciences politiques et auteur de nombreux ouvrages, et notamment le 9 lois du vivant, dont on parlera tout à l'heure. Tu es le fondateur aussi de l'association Chendukia, et en lien avec les civilisations précolombiennes et les Kogis, qui rachètent donc des hectares dans la Sierra Nevada pour restituer les terres aux Kogis, un peuple précolombien dont la philosophie révèle une connaissance vraiment intime des écosystèmes vivants. C'est un message dont le monde moderne a surtout besoin pour mettre en place et un terme aux folies qui peuvent exister aujourd'hui. Peut-être un peu plus de pays sages, comme tu dis souvent. Je me suis inspiré de toi en disant ça, Eric. Le pays sage, le paysage, et donc pour que ce soit beaucoup plus vertueux. Eric, merci pour ta première contribution, premier sommet avec le sommet Unaterra. Nous commençons cette première journée qui est le lien avec l'écologie. J'ai une première question à te poser, Eric, c'est en quoi l'écologie et les Kogis et le vivant est vraiment important pour toi. Et si tu pouvais nous parler un petit peu de cette première rencontre avec les Kogis il y a quelques années. Merci Philippe pour ton invitation et merci à ceux qui sont avec nous. Parler de l'écologie et parler de ma rencontre avec plaisir, quand on regarde un petit peu les mots écologie et nature, ce qu'ils veulent dire dans différentes cultures, on se rend compte qu'ils ne veulent pas dire du tout la même chose. Pour certains, la nature, c'est ce qu'on voit, les arbres, et l'écologie, ça concerne donc les choses qu'on voit. Pour d'autres, au contraire, c'est une dynamique. Pour d'autres, c'est des principes largement invisibles. Donc, c'est un sujet qui n'est pas simple à aborder puisque chaque société, chaque culture, y voit une chose différente. Et c'est peut-être l'intérêt d'avoir, comme tu l'évoquais, les derniers héritiers des grandes sociétés précolombiennes qui n'ont pas un regard sur l'écologie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire l'écologie est ceci ou l'écologie est cela. Je dirais qu'ils ont conscience de leur place dans le mystère de la vie. Donc, l'écologie, ce serait pour eux une conception du monde, une manière de regarder le monde. C'est une question de regard que nous n'avons pas du tout et que c'est quelque chose qu'on développe comme étant à l'extérieur de nous. Et je les ai rencontrés il y a maintenant 34 ans, en 1985. J'étais jeune, j'étais gentil, j'étais guide de montagne et on m'avait dit au nord de la Colombie, plus haute montagne du monde en bordure de mer. Donc j'ai voulu aller voir, aimant bien la montagne. J'ai eu un œdème, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons à 4 ou 5 000 mètres d'altitude. Et j'ai eu la chance que ces humains que nous appelons sauvages, archaïques, primitifs, sous-développés, voilà, tous ces qualificatifs, nous nous sommes auto-désignés civilisés, et bien que ces sauvages aient encore la gentillesse, après 5 siècles de barbarie et 5 siècles de trahison, de recueillir encore un civilisé, comme on s'est appelé, un moderne, et de lui accorder du temps. Et j'ai découvert, je sortais de grandes écoles où on vous répète que vous allez faire partie de l'élite de la France, et on finit par y croire. J'ai découvert la solidarité de la vulnérabilité. C'est-à-dire l'élite de la France, quand elle est à moitié inconsciente au bord d'un chemin, elle est bien contente qu'un archaïque ou un sauvage ou un Indien lui tende la main. Et c'était une découverte salutaire je souhaiterais presque à tout le monde d'être dans cette situation où on se rend compte qu'on n'est rien tout seul, on n'est que dans l'interdépendance. Et s'il y a quelque chose qui est peut-être au cœur de l'écologie, c'est ça. C'est l'interdépendance, y compris avec ce que l'on ne sait pas et le mystère. Et le mystère devrait nous inviter à l'humilité, ce qui n'est pas une vertu de l'humain moderne. Très, très bien. Et oui, tout ce qui est visible et invisible en tout cas. Aujourd'hui, des gens qui se lancent dans un projet, qu'ils soient innovants, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes qui se jettent dans ce projet innovant, innovateur, mais aussi vivant? Ça pourrait être quoi pour toi, en lien avec toutes tes rencontres et tout ton savoir? Alors, il y aurait deux types de réponses possibles. La première réponse, c'est vous ne posez pas de questions et allez-y. Parce que c'est le chemin qui va vous enseigner, qui va vous apprendre, qui va vous enrichir. Et même si au final, vous n'atteignez pas le résultat que vous souhaitiez, l'apprentissage et l'enseignement aura été tellement grand, même si c'est des moments parfois difficiles, parce qu'on peut se retrouver tout seul, on peut se retrouver dans un sentiment de trahison par quelqu'un, on peut se sentir épuisé par son projet.
Mais le fait de vous mettre en chemin, le plus beau des enseignements, c'est le chemin. Et si je prenais une version plus raisonnable, je dirais clarifier vos intentions. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est vraiment pour être au service de quelque chose? Est-ce que c'est pour vous-même? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que c'est pour exister? Voilà, pourquoi vous faites les choses, la clarification de l'intention. Et puis, j'ai envie de dire, essayez de le faire en gardant ce que les Kogi appellent Sukwa Wawa, c'est-à-dire Sukwa, ça désigne chez eux l'esprit de l'enfant, et Sukwa Wawa, c'est les adultes qui ont ou pas perdu ou retrouvé leur esprit d'enfance. Et ce qui fait un relatif détachement par rapport aux choses qu'on est en train de faire, qui n'est pas trop. Bien sûr qu'il faut le faire, il faut bien le faire, mais c'est pas grave si ça marche pas. L'esprit de l'enfant, il ne faut jamais oublier que nous sommes nés d'un mystère, nous allons disparaître à la fin, on ne sait pas trop où. Tout ça n'a aucune importance. Donc, gardons de la relativité et du sourire, mais faisons les choses sérieusement, tout en souriant. Il y a une petite expression qui dit, si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, alignez 10 sages ou 10 sages sur un mur, le long d'un mur, si vous pouvez, hein, c'est une métaphore, et choisissez celui qui sourit. Parce qu'il y a quelque chose d'une joie et d'une sagesse intérieure qui s'exprime par le sourire et la simplicité. Alors, ce serait peut-être le dernier conseil, je dirais, faites-vous accompagner par quelqu'un qui n'a pas trop de soucis d'ego et qui saura vous regarder avec une certaine compassion, c'est peut-être un peu exagéré, en tout cas une présence amoureuse, c'est-à-dire qui vous accompagne pour ce que vous êtes, en ayant l'esprit clair. Ça peut être juste parfois quand on est perdu dans une multitude de chemins, de possibles. On a le nez sur le guidon, c'est quand même pas mal d'avoir quelqu'un qui vous accueille avec respect et amour et qui vous poursuivre. C'est quand même plus facile de cheminer à plusieurs. Aujourd'hui, Thomas Pasquet, il tourne autour de la Terre. Donc, tu as fait une émission avec lui et Frédéric Lopez, en Voyage en terre inconnue. En quoi, pour toi, la rencontre de cet homme aussi, Thomas Pasquet, par l'émission de Frédéric Lopez avec Frédéric Lopez, on est carrément à l'espace. Lui parle aussi de spiritualité, parle un petit peu de cette terre qui est à préserver. Qu'est-ce que tu as vécu avec lui, avec cet homme-là, pendant cette émission? Parce que je trouve qu'il y a des choses très, très intéressantes qui peuvent être dites à ce niveau. Moi, j'ai aidé effectivement à préparer cette émission avec Thomas Pesquet et Frédéric Lopez. Ce qui m'a frappé, c'est l'ancrage de Thomas Pesquet, quelqu'un qui est dans le réel, qui est dans l'ancrage. Et on peut imaginer que s'il n'est pas ancré, quand il tourne autour de la Terre dans sa petite machine, une erreur doit être vite arrivée et les conséquences peuvent peut-être être tragiques. Donc l'ancrage, qui est une manière d'être en présence au monde, était intéressante chez lui. Donc il n'y avait pas trop d'agitation, il y avait vraiment une personne présente. Et ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est que c'était un peu comme si on mettait en présence deux extrêmes. On avait affaire à deux polarités, deux extrêmes. Une première polarité qui est le summum de la technologie, quelque part, avec tous ses rêves, ses fantasmes et ses projections aussi, mais en même temps avec sa réalité. Parce que c'est vrai qu'il tourne autour de la Terre dans sa boîte de conserve. Et de l'autre côté, le summum de la non-technologie et de l'histoire de l'âme humaine et de la spiritualité. Donc, c'était une rencontre à ce titre vraiment émouvante. Et je crois que c'est chez Thomas, à un moment, il expliquait au Kogi quel était son travail. Alors, c'était pas simple. Monter dans une voiture quelque part, envoyer la voiture dans le ciel et tourner autour de la Terre. Et il expliquait que c'était pour faire des analyses, des travaux, voir des photos, pour voir comment allait la Terre et pour essayer de mieux la soigner quelque part. Et les Kogi lui ont répondu sur cette proposition-là, mais on sait déjà comment va la Terre. La question, ce n'est pas de faire des photos, c'est de soigner, et non pas de regarder. Et là, Thomas s'est arrêté un moment et a eu cette expression qui était de dire, en fait, c'est incroyable, nous développerons une débauche de technologie, parce que ce n'est pas forcément péjoratif, mais pour envoyer quelqu'un, c'est vraiment un ensemble de personnes et de technologies qui sont mobilisées pour réussir cette prouesse. Et on n'arrive pas à faire grand-chose pour soigner la Terre. Les Kogi, avec un clin d'œil, on pourrait dire ils sont pieds nus et en pyjama, et eux, ils soignent la Terre. Donc, on voit bien que ce n'est pas une question technologique, ce n'est pas une question de moyens à y mettre. On dit qu'il faut mettre tant d'argent. Les Kogi ont simplement décidé d'ouvrir un espace dans leur agenda. C'est très pragmatique. Et ça peut commencer par soigner vraiment les plantes vertes qui vous entourent, c'est-à-dire consacrer du temps à cette terre que nous foulons depuis notre naissance
Et c'est peut-être la différence entre les modernes et eux. Nous n'y consacrons simplement pas de temps. Les Kogi y consacrent leur vie, et c'est ça qui a marqué Thomas Pesquet. Nous n'arrivons à rien avec notre technologie. Ils arrivent à soigner la terre et la forêt alors qu'ils n'ont aucune technologie. Donc c'est pour ça que moi je résume en disant que ça se situe dans notre agenda. Donc regardez votre agenda et regardez à quel moment vous avez été soigner la terre. Prendre soin d'eux, hein, effectivement. Je trouve ça intéressant et en lien avec l'écologie, tu as écrit un livre qui s'appelle Les 9 lois du vivant avec une autre personne. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu sur ces 9 lois du vivant qui pourraient être intéressants à explorer pour les projets innovants? Alors, je l'ai écrit avec Marie-Hélène Strauss, nous sommes co-auteurs chez Les Liens qui libèrent, et le titre, c'est le choix du vivant, 9 principes pour vivre en harmonie. C'est simplement la question de se dire, au moment où nous nous parlons, peut-être au moment où des gens ont la peut-être gentillesse de nous écouter, eh bien, nous faisons tous une chose en commun, qui est de respirer. Et en fait, au moment où nous agissons dans notre mental et dans notre vie sociale, nous avons un ensemble de mécanismes vivants qui nous permettent d'être vivants et donc de faire ce qu'on a à faire. Donc, en fait, faire le choix du vivant, c'est même pas une nouvelle méthode ou une nouvelle manière de travailler, c'est juste conscientiser ce qui nous traverse, par exemple la respiration. Et quand on prend la respiration et quand on regarde de quoi elle parle, il y a un inspire. Et déjà, s'arrêter à ce que ça veut dire, ça irrigue le sang, enfin, l'oxygène va dans le sang, les poumons, etc. Et puis il y a un expire. Et on se rend compte que ce principe-là est le principe fondateur de toutes les traditions, c'est le principe du Tao. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mise en mouvement s'il n'y a pas d'eux. Donc le projet, si on revient à un projet, ne peut se développer que par rapport à, qui va être le deuxième. Ou le deux, c'est dedans-dehors. Comment deux énergies, une polarité positive et une négative, vont se rencontrer pour créer de l'énergie, la lumière, par exemple, si on prend une pile électrique, ou comment, au contraire, elles vont se rencontrer et se détruire. Donc le 2 est au cœur de la vie, et tellement au cœur de la vie que c'est un spermatozoïde, a priori, qui rentre dans l'ovule, hein, qui est avec une dynamique de pénétration de l'ovule. Et c'est une ovule qui réceptionne le spermatozoïde et qui permet une fécondation, qui va développer quelque chose. Ben, ce principe-là, aujourd'hui, il est bafoué. C'est-à-dire qu'on est dans un principe et dans un monde spermatozoïdesque. Plein de gens ont des idées, des projets, en oubliant que pour que le projet advienne, il faut un espace de fécondation, il faut un espace féminin. Donc, ne développez pas de projet si vous n'avez pas autour de vous et avec vous un espace de fécondation. On dit souvent dans les traditions, la règle précède la forme, c'est-à-dire la méthode de travail que vous allez utiliser va garantir votre résultat. Voilà, dans ce livre, on a identifié 9 principes que nous portons en nous, dont nous avons perdu la conscience, qui nous permettent d'être vivants. C'est juste un travail de conscientisation. Alors, on pourrait s'amuser à dire aux gens qui nous écoutent, fermez les yeux, mettez-vous à l'écoute de vous-même. Il y a un sage hindou, je crois, qui a dit, nous allons cacher ce trésor là où l'humain ne le trouvera jamais, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est aussi le reflet de nos sociétés qui sont happées vers l'extérieur et qui ont totalement oublié leur réalité vivante et naturelle à l'intérieur. Donc là, je vous ai donné déjà 2 principes. Le 2 qui en est un, l'espace vide, la matrice pour féconder un projet. Alors, ça peut être une matrice, ça peut être une dizaine ou une vingtaine ou 15 personnes, peu importe, autour de vous, qui vont être au service de votre projet spermatozoïde, qui vont vous aider à le réaliser. Souvent, quand on a un projet, on part un peu tout seul avec enthousiasme et joie et on oublie de créer les conditions pour que le projet se réalise. Et il y en a un troisième qui paraît une évidence, mais c'est la systémie. Il y a vous, avec votre projet, il y a peut-être votre compagnon, votre compagne, qui n'est pas tout à fait au même endroit que vous, mais qui fait partie quelque part de votre projet. Elle va en subir ou en bénéficier les conséquences, je ne sais pas. Et vos parents, enfin, il y a tout le système familial qui va être impacté, parce que vous allez affecter du temps à ce projet, donc vos proches vont en avoir des conséquences. Il y a évidemment tous les acteurs autour du projet, techniques, financiers, réflexion, etc. Il y a les financiers, il y a les concurrents, enfin bref, on voit bien qu'il y a une foule d'acteurs qui sont en interrelation et on ne se rend pas forcément compte de l'impact d'un projet sur cet écosystème.
Et parfois, si on ne le prend pas trop en compte ou pas assez en compte, on a des surprises, on a des retours de bâton. Et puis la dernière chose, quand on a une pensée systémique, ça veut dire que le vrai et le faux n'existent plus. La seule chose qui peut exister, c'est est-ce que c'est juste par rapport à ma perception du système ou est-ce que ce n'est pas juste. Et ça dénote de personnes, de personnalités qui ont réussi dans le jargon, hein, mais si on parle à des coachs, ça ne les étonnera pas, à passer d'une référence interne, moi je projette sur le monde ma vision, mes intérêts, mes envies, et le monde n'est pas forcément comme moi je l'ai projeté, donc il peut avoir des réponses très agréables, comme il peut avoir des réponses désagréables. Et la posture vers laquelle on peut essayer d'aller, c'est une référence externe, c'est-à-dire un peu aller s'ouvrir au système autour de soi et s'ajuster sans perdre son âme et son identité, bien sûr, au système autour de soi. C'est la clé pour traverser l'ego, qui est le plus grand des dangers de n'importe quel porteur de projet. Il y a trois petites clés. Hein. Est-ce que c'est poser plus de questions que d'apporter de réponses, être plus en questionnement, en curiosité de l'autre et de votre environnement. Le deuxième, c'est faire silence pour écouter. Le troisième, c'est être au service, peut-être. Voilà, c'est des petites clés. Si on n'est pas dans ces clés-là, c'est l'ego qui risque de nous emmener sur son cheval fou. Et tant qu'on est sur le cheval, ça va. Ça peut être une expérience. Mais si on tombe du cheval, ça peut être très compliqué. Ben bon, ça fait une expérience. Hein. Je suis moi-même tombé du cheval à plusieurs reprises et je pense que ça va encore m'arriver. Le plus dur, c'est peut-être pas de tomber, c'est de se relever. En tout cas, De donc, se relever, de chercher le cheval qui n'a pas du tout envie de revenir, de remonter dessus. c'est ça, en fait. J'ai un maître tibétain qui dit que si tu peux voir la rivière, c'est que tu es à côté de la rivière. Donc, bon. J'aimerais que tu nous parles aussi de ton association auquel on a contribué et surtout que tu as monté depuis plus de 20 ans, parce que c'est un projet innovant au service du vivant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu la genèse, l'histoire et aujourd'hui où tu en es avec les terres en Sierra Nevada? Il y a toujours deux grandes forces, on parlait du principe du deux tout à l'heure, hein, qui s'affrontent. Des forces qui vont plutôt être de déclassement, on parlait de l'ego, et des forces qui vont être de convergence. Et j'imagine que les porteurs de projets innovants vont tenter la convergence. Et même en tentant la convergence, on ne peut pas échapper aux forces d'éclatement. Elles sont là. Et comment faire avec? Donc en 1985, quand ces Indiens me sauvent la vie, ces Indiens Kogi en Colombie, je découvre que c'est la dernière société précolombienne encore en état de marche. C'est comme si on pouvait discuter avec des Incas, des Mayas, et qui nous évoquent les grandes questions de l'humanité, qui sont toujours les mêmes dans le temps et dans l'espace, hein, elles n'ont pas beaucoup changé. Donner du sens, prendre des décisions, gérer des tensions, des conflits, soigner, éduquer, transmettre, piloter un projet. Ces questions-là, elles existent chez les Kogi, elles existaient en Égypte antique, j'imagine, ancienne. Elles existent dans une équipe de managers. C'est les modalités de réponse qui sont différentes. Et c'est là que j'ai commencé à regarder comment ils fonctionnaient et que j'ai trouvé ça fascinant. Et donc, parce qu'ils apportent, à mon avis, des réponses tout à fait innovantes, quelque part, parce que non pas basées sur une projection humaine, mais sur ces fameux principes du vivant dont on parlait tout à l'heure. Donc, quand ils m'ont sauvé la vie, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour remercier, c'est quand même sympa. Ils m'ont parlé de ces forces de destruction. Alors, je peux en faire la liste, mais elle est déprimante, surtout qu'en ce moment, la Colombie traverse une phase particulièrement difficile. Il y a les paramilitaires, donc des milices d'extrême droite extrêmement bien armées, qui réfléchissent pas beaucoup, mais qui tirent beaucoup, qui torturent beaucoup. Il y a le narcotrafic, la marijuana, puis la cocaïne. Il y a les pilleurs de tombes, parce que souvent il y a des objets en or. Donc imaginez qu'on vienne ouvrir la tombe de vos arrière-arrière-grands-parents pour piquer les dents en or ou je ne sais pas quoi dedans. Il y a les exploitants de bois précieux, il y a le tourisme, il y a les mines, il y a 357 projets miniers. Donc on voit qu'on a un rapport rapace. Et il ne faut pas rêver, ce bois, il vient en Europe, ces mines, ces minerais, ils vont dans nos téléphones. Voilà, nous sommes directement concernés par cette violence. Et les Indiens, au milieu, c'est plutôt un peuple de paix qui considère le territoire comme un corps territorial. C'est-à-dire que pour eux, le territoire terrestre, hein, là où nous habitons, fonctionne à l'identique d'un corps humain. Et donc, ils m'ont demandé, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir sauvé la vie, est-ce que tu pourrais nous aider à retrouver nos terres ancestrales, non pas tant dans une logique économique de production alimentaire, mais parce que protéger le territoire, c'est protéger le corps territorial, c'est soigner la terre et c'est donc protéger les habitants qui sont dessus.
Ils ne comprennent pas qu'on puisse vivre, et c'est notre cas, on vit à 85% en ville, loin de ce corps territorial qui nous habite. Hein. Quand on rentre sur un territoire, et je pense que d'autres de vos invités le diront, le premier soin, c'est boire l'eau qui coule sur ce territoire, pour peu qu'elle soit évidemment haute source ou d'origine du territoire, et manger ce qui pousse sur ce territoire. C'est le premier élément d'information du corps. Donc, on a lancé une association en 1997 qui s'est fixé 2 objectifs. Le premier, c'est collecter des fonds pour racheter des terres et les rendre à ces communautés indiennes. Aujourd'hui, on a racheté 2200 hectares. C'est à la fois grand, il nous faut à peu près 2 jours de marche pour sillonner l'ensemble des territoires qu'on a rachetés et restitués, avec toutes les sécurités juridiques possibles. Mais en même temps, c'est ridicule quand on regarde sur une carte, une petite tache, un petit confetti, mais bon, c'est un petit confetti d'espoir. On aide les familles à se réinstaller et quand elles se réinstallent, elles régénèrent la forêt. Donc, c'est assez touchant de voir des oiseaux qui reviennent, des colibris, comme celui qui est le symbole de votre mouvement, j'imagine, on voit sur la photo, ou les perroquets, parce que les perroquets reviennent quand les arbres sont relativement matures. Donc, le retour des perroquets est le symbole d'une forêt qui a retrouvé ses droits. Et je pense que le moment le plus émouvant, c'est quand une petite rivière qui était asséchée s'est remise à couler. Et puis, des enfants sont nés. Et au final, je pense que ce qui est toujours joli dans cette histoire, c'est que malgré 5 siècles de barbarie, on a du mal à comprendre ce qu'a été la rencontre conquistador-Kogi, les ancêtres des Kogi, mais pour prendre qu'une seule image, ils prenaient les bébés par les pieds, ils fracassaient la tête sur les rochers, et ça a duré longtemps. Donc la mémoire collective des Kogi vis-à-vis du civilisé, alors tous ne sont pas conquistadors, mais cette violence ne s'est pas arrêtée aujourd'hui, elle est difficile. Donc rétablir la confiance, c'est une belle victoire, non pas au sens victoire sûre, une victoire collective, c'est-à-dire malgré ces 5 siècles de barbarie qui ne se sont pas arrêtés, qui continuent aujourd'hui, des humains qui ont un rapport au monde radicalement différent, j'ai envie de dire, peuvent faire l'amour, peuvent se rencontrer, s'accepter où ils sont et se rencontrer. Et c'est ça peut-être la plus belle réussite, c'est qu'on ait réussi à rétablir la confiance avec ces sociétés malmenées. Et du coup, on peut ouvrir le deuxième champ de l'association qui est créer un dialogue. On est dans une époque de déséquilibre majeur, psychique, psychologique, sanitaire, bien sûr, écologique, climatique, etc. Et il n'est pas question de revenir en arrière, on ne va pas vivre comme les Kogi, on ne pourrait pas d'ailleurs, mais il n'est pas question de rester immobile. Et je pense que dans cette époque historique qui est la nôtre, un dialogue respectueux avec ces sociétés qui n'ont jamais coupé leur lien d'alliance avec la nature et le vivant, en se respectant les uns les autres, non pas en disant les Indiens sont parfaits et les civilisés sont idiots réciproquement, mais vraiment en s'enrichissant des autres, pourrait nous permettre de retrouver un modèle de fonctionnement, un paradigme, un système de vie et de regard sur le monde qui pourrait nous permettre de continuer à écrire notre histoire et surtout à imaginer un nouveau rêve. Les aborigènes, mais les Kogi le disent aussi, ils disent votre problème à vous, c'est votre rêve. À quoi rêvez-vous? Quand on regarde la défense, on se demande à quoi on rêve, quoi. En tout cas, à quoi rêvent ceux qui ont du pouvoir et de l'argent. Donc, tant qu'on ne changera pas notre rêve et tant qu'on ne créera pas les espaces de dialogue éminemment féminins pour faire émerger ce nouveau rêve, il risque de ne pas se passer grand-chose. Et en ce sens-là, ces sociétés que nous avons créées, appelées archaïques et primitives, peuvent sans doute nous y aider. Donc, c'est le deuxième objectif de l'association de Chenbukwha. Le premier, c'est collecter des fonds, racheter des terres et leur rendre, parce que c'est un besoin crucial. C'est comme si quelqu'un qui a faim lui dit on va faire une théorie sur la paix dans le monde. C'est un peu la pyramide de Maslow, donne-moi à manger, et puis après on verra pour faire la paix dans le monde. Il y a quelque chose comme ça, rendons les terres aux Kogi pour qu'ils survivent. Et si la confiance est rétablie, engageons un dialogue pour voir comment nous pouvons tenter de contribuer à écrire ensemble une nouvelle histoire, un nouveau rêve. Donc ça va démarrer par une démarche qui s'appelle Réenchanter le vivant, qui va être lancée à partir du 18 juin. On va ouvrir des espaces comme ça pour dialoguer entre peuples primitifs, comme nous les avons appelés, et peuples modernes civilisés, pour accepter de nourrir ce nouveau regard, ce nouveau rêve sur le monde, qui sera en alliance avec la vie et non pas en opposition, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme toute belle chose a une fin,
pour avoir un meilleur début après, il y a un livre et le titre de cette webconférence, en fait, c'est Des voies de la terre aux voies de la guérison. De quoi ça parle? Enfin, pour nous faire un peu de teasing en lien avec le vivant, les projets innovants de ce qu'on porte aujourd'hui à Unaterra, en quoi les voies de la terre se répercutent les voies de la guérison. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 5 paradigmes dominants, pour faire court. Il y en a 3 qui sont business is usual, c'est-à-dire qu'ils ne changent rien à nos systèmes de représentation et d'action. Le premier, c'est continuons comme avant et réinjectons des milliards dans l'économie. Et on voit bien que c'est celui qui est dominant parce qu'il évite d'être confronté à nos limites et à notre peur. Le deuxième paradigme, c'est parions sur la technologie, Elon Musk ou même Bertrand Piccard qui propose 1000 solutions technologiques pour faire face aux enjeux du futur. Le pari technologique n'est pas inintéressant en soi, mais il ne me semble pas suffisant. Vous avez le troisième qui est la grande problématique des élus verts, c'est des grandes villes, hein, comment en étant élu, verdir, améliorer, faire plus propre. Quand on regarde les marges de manœuvre des élus verts, elles sont très minimes. On peut dire qu'elles ne sont pas intéressantes. Hein. C'est isoler les maisons, mettre de la nourriture bio dans les cantines, prolonger les pistes cyclables, ça ne changera fichtrement rien à notre problématique. Ces 3 paradigmes-là ne changent rien au questionnement du paradigme sous-jacent. Ils les verdissent, ils les rendent plus propres, ils parient sur la technologie ou ils ne changent rien. Il y en a 2 autres qui font un peu partie d'une deuxième famille, c'est décroître ou s'écrouler. Ce n'est pas facile à vendre pour des jeunes générations. On va leur dire, voilà, le futur, c'est moins écrouler. Ce n'est pas génial, même si c'est peut-être ça qui va se passer, j'en sais rien, mais à force de l'appeler, à force d'écrire des livres là-dessus, vous savez que quand on appelle une réalité, elle finit par venir. Le 6e paradigme, c'était de se dire, on n'a pas de réponse, en fait. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Par contre, on peut essayer d'y contribuer. Donc, ce n'est pas un paradigme qui propose une réponse, c'est un paradigme qui propose que nous imaginions ensemble la réponse, et notamment par le dialogue avec ces sociétés qui n'ont jamais coupé leur lien d'alliance avec la nature et avec le vivant. Donc, il y a quelque chose de réinviter les archaïques primitifs à contribuer à notre destin commun, parce qu'on habite bien tous la même Terre, la même planète. Et alors, comme ça fait encore frémir beaucoup de scientifiques ou de gens très rationnels, pour qui un Indien, c'est un pauvre garçon, le cul par terre, qui fume un pétard et qui s'est mis une plume dans les oreilles, je caricature à peine parce qu'il y a encore beaucoup ces là. On a invité 4 Indiens Kogi à venir dans la Drôme. Donc, ils n'étaient jamais sortis de leur montagne, la Colombie. Hein, ils ne savaient même pas ce que c'était que la France, si ça se mangeait. Et on leur a dit d'aller on les a invités dans la Drôme, on leur a proposé de faire un diagnostic de santé territoire Drôme. Et l'idée était de voir si connaissance, leur pratique, culture et hors de leur territoire. C'est-à-dire dans la Drôme, culture française et territoire tempéré, alors territoire tropical. Donc la végétation, ils ne connaissent pas, la faune, ils ne connaissent pas, etc. Et on a demandé à 25 scientifiques de faire pareil, de se promener dans la Drôme et de faire un diagnostic de santé territoriale. Et on a croisé les deux. Et les deux, le croisement est complètement phénoménal parce que la réponse est oui. Les Kogi, des connaissances, des savoirs, des pratiques que nous ignorons, qui sont tout à fait pragmatiques et opératives et qui ont fonctionné dans le cas de la Drôme. Alors, ça ouvre 6 registres de questionnement. Le premier registre, c'est les Kogi ont vu des situations de l'ordre du bon sens que nous ne voyons plus. C'est-à-dire, ils ont une acuité et une lecture des situations qui fait qu'ils voient des choses que nous ne voyons plus. C'est du bon sens, hein, c'est une source qui est captée pour alimenter 2 villages en contrebas. Et autour de la source, il y a des barbelés et des grillages, donc personne n'y a accès. Et les Kogi atterrés qui regardent ça en se disant, mais les animaux, ils font comment? Parce que si vous prenez toute la ressource en eau, les animaux vont mourir de soif. Si les animaux meurent de soif, eh bien, votre écosystème va s'écrouler et au final, il n'y aura plus d'eau. Donc, ce n'est même pas un savoir particulier, c'est juste du bon sens. Savoir du mental, hein, de la tête, sur des sujets comme les pins d'Autriche dans la Drôme, qui n'ont rien à faire là, que les Kogi appelaient des arbres égoïstes, parce qu'ils acidifient les sols, ou sur des substrats géologiques. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, il y avait des échanges de collègue à collègue
avec l'interrogation de Gilbert Cochet, le naturaliste qui était là, de se dire ils ont complètement raison, enfin, c'est tout à fait exact, mais alors comment ils savent ça? Moi, j'ai fait 15 ans d'études pour pouvoir en parler. Lui, il débarque en France et il me raconte l'histoire du territoire. Un grand point d'interrogation sur comment ils savent ça. Après, il y avait des registres plus de l'ordre de la connaissance et de l'expérience du corps. Et là, ils nous ont dit des choses sur la région qu'on a sillonnée où c'était perplexe. Et notamment que pour eux, la santé d'un territoire s'appréciait à travers ses sons. C'est là peut-être qu'on vient aux voies de la Terre, c'est-à-dire que selon l'état d'équilibre, c'est-à-dire l'état d'harmonie ou d'équilibre d'un territoire comme d'un corps humain, c'est l'état de bonne santé, selon la nature des sons. On peut imaginer le rythme cardiaque, on peut imaginer quand on prend le pouls, on peut imaginer un stéthoscope pour écouter à l'intérieur du corps. Enfin, on voit bien que le son, pour un bon médecin généraliste, est un bon indicateur aussi. Les flatulences, il y a plein de choses qui nous disent des choses du corps. Eh ben, c'est très intéressant de voir les Kogi écouter et tourner la tête pour écouter. Alors, qu'est-ce qu'ils écoutent de la Terre? Qu'est-ce que la Terre leur dit? Est-ce que c'est les champs magnétiques? Est-ce que c'est autre chose? Ils regardent les couleurs, ils regardent le vent, ils écoutent les pierres. Enfin, ils ont un rapport au territoire qui passe beaucoup par l'écoute des sons et des vibrations. Donc, ce qui fonde leur lecture du monde et donc leur organisation sociale, c'est ce qu'ils écoutent du vivant et de la Terre. Donc, en fait, ce n'est pas une loi humaine créée par des humains qui changent quand ça les arrange, c'est ce que dit la Terre, entre guillemets, si on prend cette métaphore, et comment ils le transcrivent en organisation sociale. Et à partir de là à partir où on se remet en harmonie avec la nature, on peut imaginer qu'il y aura moins de déséquilibre physiologique, psychique pour l'être humain et les êtres vivants en général, et évidemment moins de déséquilibre pour les corps sociaux qui composent nos sociétés modernes. Donc, c'est changer de référentiel, arrêter de faire des lois faites par des hommes, souvent plus que des femmes, quand il y a un système démocratique qui change quand ça les arrange, mais se référer aux principes de vie qui nous traversent et dont, si on a confiance, on peut penser qu'on sera en harmonie, donc en bonne santé. Ce qui permet de dire que les Kogi ont une médecine préventive, là où nous avons souvent une médecine malheureusement curative. Éviter les déséquilibres pour ne pas tomber malade. Donc les Navarros parlent de la voie du ose, l'harmonie, rester en beauté, rester en harmonie. Là où nous, malheureusement, dans notre alimentation, dans nos rythmes de vie, dans nos rapports aux autres, dans nos rapports au territoire, on a rompu ces équilibres. Et donc, on en revient à ce qu'on disait, tous les déséquilibres qu'on connaît. Donc, en fait, on est en train de travailler sur la création d'une matrice sociétale qui permettrait de réinvestir et nos capacités de la Terre, dont je rappelle que c'est la mère Terre. A priori, c'est plutôt féminin. Donc, remettons du féminin et Dieu sait si les garçons, quand ils ont un peu de courage, sont capables de faire valoir un trait. Merci beaucoup, Eric. Une dernière phrase qui te tient à cœur pour ces 4 journées dans ce pôle écologie, pour des projets innovants. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire? Quel est ton rêve pour le monde de demain qui est déjà là? Et qu'est-ce que tu pourrais encourager, favoriser, impulser? Évidemment, tu as fait énormément de choses dans ta vie, tu as encore beaucoup d'années à vivre. Et quel est ton rêve dans les années à venir? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme message pour ces 4 journées à tous les auditeurs qui nous écoutent et à toutes les personnes qui sont présentes? Oh, mon rêve, il est à la fois modeste et je me rends compte qu'il est complexe. Se rencontrer dans la paix et dans la joie. Moi, quand il y a de la paix et de la joie, tout est possible. Je me rappelle une femme âgée qui avait sûrement passé le siècle, 100 ans, une femme indienne, Kogi, qui a subi toutes les vilainies que le monde moderne a sans doute pu lui faire subir. Village brûlé, une partie de sa famille tuée, elle-même maltraitée, sans doute sexuellement, etc. Elle s'est échappée avec ses proches par la montagne et elle a essayé de reconstituer un peu comme certains Tibétains, hein, sa culture dans une autre partie de la montagne. Et je l'ai rencontrée il y a 1 an, juste avant le premier confinement. Et on tournait un film pour une chaîne de télévision, donc il y avait un drone, un réalisateur, un micro, c'était un peu envahissant. Donc je lui demande, est-ce qu'on ne la dérange pas trop? Et voilà cette femme qui pourrait avoir de la rancœur, qui pourrait avoir de la colère contre nous, qui a subi tellement d'horreur, qui me regarde avec un grand sourire et qui me dit, tant que des humains se rencontrent avec respect, cela me remplit de joie.
le respect remplit la joie. Merci Eric, merci. Bien à toi et au plaisir. Merci de ta contribution pour Onatera et surtout au plaisir de se revoir, de se rencontrer, notamment à la Comtesse ou dans d'autres milieux sur la planète. Espérons qu'Innovivant produise plein de jeunes pousses pétillantes comme dans ce printemps qu'on traverse. Merci à toi Eric, bien à toi. Merci Philippe.